sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te retrouver avec un invité de marque, comme tu l'as sûrement vu dans le titre aujourd'hui. C'est Stéphane Alix qui nous fait l'honneur de sa présence dans cet épisode de podcast. Il vient nous parler de son dernier ouvrage, La mort n'existe pas. Stéphane Alix, j'imagine qu'il y en a beaucoup parmi vous qui le connaissent déjà. Il va avoir l'occasion de toute façon de se présenter, mais peut-être que vous le connaissez pour la multitude d'ouvrages qu'il a écrits autour de la question de la mort, de la vie après la mort, de la médiumnité. Il y en a beaucoup qui doivent le connaître par le livre Le Test, par aussi les thématiques de l'avant-vie, enfin bref. Résumer tout le travail de Stéphane dans une introduction, c'est pas possible, et tu vas le voir, un épisode de podcast entier ne suffit pas à balayer tous les sujets qu'il a pu investiguer au cours de sa carrière de journaliste. Donc aujourd'hui, on va balayer quand même pas mal de sujets. On va parler des expériences de mort imminente, on va parler de la division que ça crée dans la communauté scientifique, on va parler de manière plus large en fait de la conscience, de l'après-vie, de l'avant-vie, de la médiumnité, bref, on va parler de beaucoup de choses, et surtout toujours avec l'approche qu'on connaît à Stéphane, c'est-à-dire une approche journalistique, une approche qui est pragmatique, qui s'attache aux faits, qui s'attache aux preuves, qui cherche à démontrer, on n'est pas là dans un parti pris, et que justement ces 25 ans d'enquête, d'investigation auprès du monde scientifique, et pas uniquement, qui lui permettent aujourd'hui de dire que l'hypothèse qu'il existe quelque chose après la mort est tout aussi sérieuse et importante à investiguer que l'hypothèse qu'il n'y aurait rien après la mort. Sur ce, je vais donc laisser Stéphane t'expliquer tout ça, et je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Stéphane Alix qui vient nous parler de son dernier ouvrage, mais pas que, mais notamment le dernier qui s'appelle La mort n'existe pas, aux éditions HarperCollins. Stéphane, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je sais que la promo est chargée, donc je vous remercie de prendre le temps d'être là. Merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que peut-être pour éventuellement celles et ceux qui ne vous connaîtriez pas encore, vous pourriez commencer peut-être par vous présenter et nous dire un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites. Je suis journaliste depuis 35 ans maintenant. J'ai commencé en étant journaliste d'investigation, reporter de guerre. J'ai travaillé sur plusieurs conflits en tant que photographe ou auteur, écrivain et journaliste. Et puis il y a 22 ans de ça, j'ai perdu mon frère dans un accident de voiture en Afghanistan. Et ça a marqué la réorientation assez radicale de mon métier. Je reste journaliste, je suis journaliste vraiment depuis 35 ans de façon inchangée, mais après avoir travaillé à peu près 15 ans sur des sujets politiques et géopolitiques, j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la conscience, de la vie après la mort et de tous ces sujets sur lesquels, a priori, on se dit qu'il n'est pas possible d'enquêter en tant que journaliste, et pourtant, c'est le cas. Et pourtant, c'est le cas, et du coup, vous nous avez compilé beaucoup d'études, d'enquêtes dans ce dernier ouvrage, même si il y a beaucoup de choses aussi aux références aux anciens. Et justement, comme j'ai eu la chance de lire vos anciens ouvrages, de vous suivre notamment via l'INRES depuis plusieurs années, la première question de préambule, c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé de parler directement dans cet ouvrage à votre fille et pas dans les autres livres ? Parce que ce livre, c'est vraiment un livre de synthèse pour moi. C'est un livre qui rassemble le résultat de plus de 15 ans de réflexion, d'enquête, mais aussi d'expérience personnelle autour de la mort, pour arriver à la conviction intime que j'ai aujourd'hui, que la mort ne signifie pas la fin de la vie, que notre conscience ne se réduit pas à l'activité de notre cerveau. Je suis arrivé à cette conclusion à la fois au vu de quantité de recherches scientifiques et d'expériences sur plein d'expériences de conscience, comme l'expérience de mort imminente, par exemple, mais aussi à travers un chemin personnel. Et en fait, c'est compliqué de parler de ce sujet. C'est compliqué de parler de la mort. C'est compliqué de parler de tous ces sujets, en fait, qui nous provoquent beaucoup d'émotions, qui nous provoquent beaucoup de résistance intérieure. Et pour moi, il était vraiment important, à travers ce livre, que je parvienne à présenter vraiment tous les arguments et tous les détails de mon cheminement
et j'ai trouvé que le moyen de le faire en m'adressant à ma fille, en m'adressant à une personne qui avait 3 ans quand mon frère est mort, quand son oncle est mort et qui en a aujourd'hui 26, était le meilleur moyen de trouver les mots justes et de trouver le cheminement le plus didactique et le plus simple possible pour pouvoir entrer dans cette grande enquête qui est voilà, une synthèse colossale de 15 années de travail, en fait. Eh ben justement, vous avez, je t'ai demandé au début si on pouvait se tutoyer et je n'arrête pas de te vouvoyer. Et tu y arrives pas, donc Je passons au tu tout de suite. je n'y arrive pas. Donc tu as consacré une grande partie de ta carrière à ces questions justement de la mort et puis d'une manière plus large, on en reparlera à la conscience du coup. Est-ce que justement tu peux raconter comment c'est venu l'accident et puis le décès du coup de ton frère, puis il y a eu également la mort de ton papa, il y a eu plein de d'événements, si je puis dire, qui ont jalonné cette enquête, cette grande enquête. Bah, disons que vraiment l'élément déclencheur, c'est la mort de mon frère en Afghanistan. C'était en 2001, le 12 avril 2001. Mes frères travaillaient avec moi, avec une équipe aussi que je dirigeais à Kaboul pour travailler sur le patrimoine archéologique de l'Afghanistan. Et c'est un banal accident de voiture, en fait, un matin, alors qu'on partait à 2 voitures sur un site archéologique au sud de Kaboul, que la voiture qui me suivait a eu un accident et les 4 occupants sont décédés. Ce moment, il a été évidemment bouleversant sur l'instant et puis dans les semaines et les mois qui ont suivi. Et pour moi, il a, il a catapulté la mort avec toutes les questions que ça peut rassembler, notamment sur l'injustice, l'absurdité en fait de voir quelqu'un de 30 ans mourir devant tes yeux, alors que a priori c'est pas dans l'ordre des choses, quoi. C'est ce qu'on se dit. Accompagner son grand-père et sa grand-mère en fin de vie, on se dit qu'il y a une forme de logique, mais de voir voilà, un jeune garçon avec qui on plaisantait 5 minutes avant et 5 minutes après, il est mort, il est définitivement plus là. Ça, ça a refait vivre et reactivé en fait plein de questions que j'avais pendant l'adolescence, qu'on a sans doute tous au moment de l'adolescence. Qu'est-ce qu'on fait là en fait? Quand on regarde le monde autour de nous, il paraît un petit peu bizarre quand même. Et puis on rentre dans la vie active, on trouve un boulot, on fonde une famille. Enfin, on rentre dans la vie active, en fait, et ces questions-là, on les laisse vraiment de côté parce qu'on a autre chose à penser, autre chose à faire. Et puis, voilà, la mort de Thomas, pour moi, elle a vraiment eu cet élément déclencheur central que de refaire vivre toutes ces questions. Et ça a rendu aussi impossible pour moi de repartir dans une forme d'amnésie ou de position où j'aurais à nouveau laissé de côté ces questions existentielles. Là, il fallait que que j'ai des réponses, quoi. Il fallait que j'ai des réponses à des questions qui a priori se posent pas, ou à des questions qui a priori n'ont pas forcément de réponse simple. Mais donc pendant 2, 3 ans, j'ai absolument pas su comment faire, parce que pour moi la question de la vie, la question de la mort, la question de la vie après la mort, ça relevait soit du surnaturel que je considérais comme complètement idiot et inexistant, soit ça relevait du domaine des croyances, donc du religieux. Et donc, dans les 2 cas, je ne voyais pas comment, en tant que journaliste, de façon objective, je pouvais aller décortiquer ça. Et puis, sans doute un hasard qui n'en est pas un, j'ai entendu parler des expériences de mort imminente, donc de ces récits de femmes, d'hommes qui, pendant un accident de voiture, pendant une opération sur une table d'opération à l'hôpital ou dans d'autres circonstances comme ça où leur vie a été en danger, disent avoir vécu une expérience de grande conscience, être par exemple sortis de leur corps, avoir observé la scène depuis le dessus, comme s'ils étaient en train de survoler l'endroit à 3-4 mètres de hauteur. Et dans ces récits, j'ai retrouvé les descriptions de ce qu'avait vécu mon frère. Mon frère est mort dans un accident de voiture. On n'a pas pu le ranimer, il est parvenu. Mais est-ce que si jamais il était revenu, est-ce qu'il m'aurait raconté, ah bah tiens, c'est marrant, j'étais au-dessus, puis j'ai vu ce que tu essayais de faire pour me ranimer, et, et donc j'ai commencé à me questionner sur ces expériences en me disant, est-ce que c'est juste du délire, des rêves, un mécanisme émotionnel de compensation lié au choc d'un accident de voiture, des choses comme ça? Est-ce que c'est un phénomène naturel de l'ordre de l'hallucination, ou est-ce que c'est autre chose? Et en fait, c'est ce petit fil-là que j'ai tiré, et en tirant ce fil-là, c'est-à-dire en allant voir des médecins qui avaient étudié le phénomène, en rencontrant bien évidemment des témoins qui avaient vécu cette expérience-là, bah, progressivement, les choses se sont complexifiées.
dans le sens où il y a beaucoup d'hypothèses qui sont posées dans notre monde pour expliquer, entre guillemets, ces expériences. Mais en fait, toutes ces hypothèses, elles partent d'un présupposé qui n'a jamais été prouvé. Et toutes ces hypothèses partent du principe qu'a priori, ça doit se passer dans le cerveau. Sauf que ce a priori, ça doit se passer dans le cerveau n'est pas une preuve scientifique, ça n'est pas une démonstration scientifique. Et en fait, plus je creusais, plus je m'aperçois que la conscience est vraiment un mystère colossal pour les scientifiques, et notamment les neuroscientifiques, donc ceux qui sont outillés et comment dirais-je, qui s'intéressent justement au fonctionnement du cerveau. Cette espèce d'évidence dans laquelle on vit tous, que de dire notre conscience, c'est-à-dire notre sentiment d'être une personne, notre émotion par rapport à un paysage, toute notre vie intérieure, bah c'est provoqué par le cerveau, quoi. Voilà. Bah en fait non, on n'en sait strictement rien, c'est pas prouvé, c'est pas démontré. Et donc le fait que la mort du cerveau implique obligatoirement la mort de la conscience, c'est juste une hypothèse qui est devenue une espèce de certitude qui imprègne notre société. Mais quand tu vas voir encore une fois les neuroscientifiques, hein, je te parle pas d'aller voir quelques rêveurs méditants farfelus au fin fond de je ne sais quoi. Quand tu vas voir les neuroscientifiques et que tu leur dis mais quel est le lien entre le cerveau et la conscience, ils te disent on n'en sait rien, on n'en sait rien. Donc ça ouvre un champ colossal à un autre type de questionnement et le questionnement de dire la conscience ne naît pas nécessairement dans le cerveau et elle est peut-être indépendante de son fonctionnement, c'est aussi une hypothèse tout à fait crédible et tout à fait comment dirais-je testable. Et ce qui est intéressant pour le faire, c'est que il suffit d'aller voir justement d'aller enquêter sur ces expériences et notamment les expériences de mort imminente où des gens dans un moment où a priori leur cerveau était en souffrance, voire en cessation d'activité, parce que je le rappelle, au bout de 10 à 20 secondes d'arrêt cardiaque, le cerveau cesse d'être irrigué. Donc il y a plus de sang qui parvient au cerveau, et donc il y a plus d'oxygène, donc il y a plus d'énergie. Donc à partir du moment où il y a plus d'énergie, il se met en stand-by, il se met en pause. Les cellules ne meurent pas tout de suite parce que elles ont une réserve d'énergie qui leur permet de garder leur intégrité. Mais au bout de 5 minutes constantes de non-oxygénation, là, elles commencent à mourir et on rentre dans la mort cérébrale et c'est irrémédiable. Mais pendant ces 5 minutes d'arrêt cardiaque où le cerveau n'est pas irrigué, comment se fait-il que le cerveau n'ayant a priori plus d'activité, on puisse avoir 20% des gens qui reviennent d'un arrêt cardiaque qui nous racontent avoir vécu au contraire une expérience de très très grande conscience. Vous avez l'impression de se réveiller, vous avez l'impression d'être dans une réalité beaucoup plus vaste que celle dans laquelle on vit au quotidien. Et surtout, pour moi, un point important et vérifiable, il rapporte des perceptions qui peuvent être vérifiées et corroborées. C'est-à-dire une personne qui est sur la table d'opération, qui est, je sais pas, dans un accident de voiture, impliquée, incarcérée dans la voiture, dans le coma, en arrêt cardiaque, que les pompiers ou le service de secours essaient de désincarcérer. Et pendant ce moment-là, où cette personne-là, elle est devant les yeux des gens complètement inconscientes, elle dit au contraire avoir été consciente, avoir observé la scène du dessus, et être capable de te dire, par exemple, ce qui s'est passé à 2 kilomètres de distance, parce qu'elle s'y est trouvée, elle a observé quelque chose. Et quand on enquête et qu'on vérifie que ce qu'elle raconte avoir vu à 2 kilomètres de distance, c'est ce qui s'est vraiment passé, là, on est dans quelque chose qui est fondamentalement inexplicable, selon les modèles dont je te rappelle que ce sont des modèles purement hypothétiques de dire le cerveau fabrique la conscience. Donc tu vois, quand on commence à enquêter sérieusement et rationnellement sur ces phénomènes, on s'aperçoit qu'on n'a pas beaucoup de réponses à des questions assez vertigineuses et que l'hypothèse d'une vie après la mort est tout aussi sérieuse et légitime à investiguer que l'hypothèse qu'après la mort il se passe rien, quoi. Oui, j'allais dire, c'est une phrase que je t'ai souvent entendu dire, de dire on n'a pas de preuve qu'il y a rien après, qu'il y a quelque chose après la mort, mais on n'a pas de preuve qu'il y a rien, qu'il y ait rien non plus. Et puis du coup, ça me faisait arriver effectivement, c'est une deuxième question, mais tu as déjà un petit peu répondu. C'est, tu le rappelles au début de ton ouvrage, surtout quand tu présentes les deux grandes oppositions, on va dire, du milieu scientifique sur la question, de faire la confusion entre la corrélation et la causalité, où en fait effectivement on peut observer peut-être une corrélation entre l'activité neuronale et l'état de conscience, et qu'on a souvent tendance à confondre par la causalité en disant parce qu'il y a une activité neuronale, alors il y a un état de conscience, chose qui, comme tous ces expérienceurs, permettent d'en douter, quoi. Exactement. Par exemple, il y a une corrélation. Ce qu'on appelle corrélation, c'est une relation, un lien. Il y a un lien qu'on observe entre une activité neuronale et des états de conscience. Si tu fais une
Enfin, si tu modifies le fonctionnement du cerveau en tapant dessus ou pendant une opération, tu vas modifier l'état de conscience en apparence de la personne. Mais c'est un peu comme de dire, quand il y a un feu dans une maison et qu'il y a des pompiers, il y a une corrélation entre le feu et les pompiers. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les pompiers qui ont mis le feu. Euh, Enfin, parfois c'est le cas, mais pas tout le temps. Donc voilà, cette notion, elle est vraiment centrale à comprendre parce que cette corrélation, en fait, elle est vue et interprétée par quasiment tout le monde dans notre société comme une relation de cause à effet. Et en fait, elle est contestée par les neuroscientifiques eux-mêmes, qui disent, bah non, c'est pas parce qu'on voit ce lien entre l'activité du cerveau et la conscience que la conscience se résume forcément à ce que l'on observe, en fait. Le meilleur exemple, c'est les gens dans le coma. On a entendu ces histoires où des gens sont dans le coma, ils sont non répondants, on essaie de tester leur réaction pupillaire, ça ne bouge pas. On voit pas comment on peut communiquer avec eux et parfois, j'ai même me souvenir d'une dame qui avait écrit un livre là-dessus. Pendant qu'elle était dans cet état-là, la famille et puis le docteur parlait de la débrancher devant elle, devant son corps. Et elle entendait tout. Elle entendait tout, elle était là, elle était en perception, mais elle était incapable de se manifester ou de dire quoi que ce soit. Et elle était terrifiée à l'idée qu'on la débranche parce qu'elle était là, elle était là vraiment. Et elle a réussi à revenir et elle a écrit un livre où elle raconte ce témoignage-là. Donc depuis quelques années, on change même maintenant l'attitude du personnel soignant ou des familles devant une personne qui est dans le coma. On sait qu'il y a quelque part quelque chose d'elle qui nous entend et qui nous écoute. Donc voilà, c'est pas parce que la conscience, on ne la voit pas se manifester qu'elle n'existe plus, qu'elle n'est pas là. Et encore une fois, les expérienceurs de mort imminente démontrent que c'est précisément le cas, quoi. Et ce qui est d'autant plus intéressant, et moi ça me frappe, c'est que ces expérienceurs disent qu'ils se sont réveillés. Et ça dit quelque chose aussi pour moi de plus signifiant par rapport à ce qu'est vraiment la conscience et ce qu'on entend par là. Comment se fait-il que quand ton cerveau marche moins bien, voire pas du tout, tu te réveilles? Enfin, tu penses te réveiller. Tu penses accéder à quelque chose de beaucoup plus réel que le monde dans lequel tu vis. Comme si tu sortais de derrière un voile, comme si tu sortais d'un long sommeil. Ça me, quand je relisais le début de ton livre, ça m'a fait penser. Tu avais invité dans une des interviews en face à face de l'INRES. Malheureusement, je me rappelle pas du nom de ce monsieur, mais cet argument, il est aussi dans un de tes anciens. Je vais arriver à faire ma phrase dans un de tes anciens ouvrages. Après, quand l'au-delà nous fait signe. En tout cas, là, il y avait un expert qui te rétorquait l'argument suivant. Je me fais l'avocat du diable, hein, mais qui disait personne n'étant a priori revenu de la mort, on peut pas non plus affirmer que ces expérienceurs soient au contact de la mort. Ils prenaient la métaphore un peu de la salle d'embarquement d'un avion. Il disait, a priori, comme personne n'est Mmh. revenu de l'avion, est-ce que c'est vraiment à la mort Mmh. qu'ils font face ou pas? Quel est ton avis, toi, là-dessus, après toutes tes recherches et enquêtes? Oui, ben la personne dont tu parles, c'est le docteur Jean-Pierre Jourdan, qui est directeur médical Exact. de l'association YAND France, qui est une association qui fait un travail formidable auprès des expérienceurs de mort imminente. Et Jean-Pierre a plus de 30 ans d'expérience de contact avec les gens et a vécu cette expérience-là. Et pour lui, en tant que médecin, ce qui le frappe, c'est l'impact psychologique de ces expériences. Pour lui, c'est vraiment des expériences spirituelles, psychospirituelles d'une très très grande intensité. Bien sûr, les gens sont pas morts. La mort, dans la définition qu'on lui donne, c'est un état irréversible. Et d'ailleurs, dans le mot mort cérébrale, il y a un aspect complètement irréversible. On ne revient pas d'une mort cérébrale. La mort cérébrale, ça veut dire précisément nos neurones explosent et cessent de devenir vivants, et du coup, bah, on ne revient jamais d'une mort cérébrale. Mais qu'est-ce que ça nous dit, cette expérience de mort imminente? En elle-même, toute seule, elle nous dit un certain nombre de choses, mais ce que j'ai essayé de faire, moi, dans mon travail, notamment dans ce travail de synthèse que je publie dans La mort n'existe pas, c'est d'aller observer les états de conscience de plein d'expériences différentes pour voir de façon globale ce que l'on peut dire ou ce que l'on ne peut pas dire de la conscience, en fait. Ce que laissent supposer les expériences de mort imminente, c'est que notre conscience, elle n'a pas nécessairement besoin d'un cerveau totalement fonctionnel pour exister et être, et percevoir, et se souvenir, et vivre des expériences. Est-ce qu'il y a d'autres expériences comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres moments où on peut observer qu'une baisse d'activité dans le cerveau corresponde à une expérience de plus grande conscience? Est-ce qu'on peut, autour de la mort, euh, avoir une assurance sur certains autres phénomènes? Je pense à la médiumnité, par exemple, ces hommes, ces femmes qui prétendent communiquer avec des défunts. Est-ce que là, on peut obtenir des assurances qu'il ne s'agisse pas systématiquement de charlatans, de tricheurs, de mentalistes ou autres? Est-ce que sur les expériences en fin de vie, où des gens
à l'article de la mort, quelques heures, quelques jours avant de mourir, ces gens qui décrivent d'autres êtres dans la pièce. Et ça, il suffit d'aller dans n'importe quel service de fin de vie, gériatrie, service de soins palliatifs, pour demander aux infirmiers ou aux médecins s'ils ont vécu des phénomènes étranges. Et tu vas recueillir un nombre hallucinant de témoignages de gens qui disent, bah oui, en fin de vie, il y a des gens qui perçoivent des personnes dans la pièce, une dame qui va mourir, qui a l'impression que son mari est là pour venir la chercher. On a des tonnes et des tonnes d'expériences comme ça qui peuvent pas toutes être simplement réductible à oh bah il est vieux, il perd la boule, il raconte n'importe quoi. Ça, tu vois, c'est comme ça qu'on se dépatouille avec ces expériences. Mais quand tu vas faire un vrai travail d'enquête sérieux sur toutes ces expériences un peu bizarres, tu t'aperçois qu'il y en a trop pour être simplement explicable par il perd la boule, il a imaginé, il a rêvé ou je ne sais quoi. Donc quand tu fais un travail de synthèse autour de toutes ces expériences, c'est là où il ressort un fait essentiel et primordial, c'est que notre conscience n'est pas réductible à notre activité cérébrale. Notre conscience est capable de perceptions qui dépassent le temps et l'espace. Quand on est inconscient en arrêt cardiaque sur un bloc opératoire et qu'on sort de son corps et que tout d'un coup on est capable en une fraction de seconde d'être à 2000 kilomètres parce que tout d'un coup on a pensé à Tata Suzanne qui habite à 2000 kilomètres et on est devant Tata Suzanne à 2000 kilomètres, ça veut dire que manifestement il y a quelque chose de l'ordre de l'espace qui ne joue plus aucune importance dans notre capacité de perception. Et d'autres expériences, notamment la vision à distance, que je détaille aussi dans le livre, qui est cette capacité qu'utilisent les voyants, notamment pour capter de l'information, elle aussi, elle n'est pas même tributaire du temps. Ça veut dire qu'au fond de nous, je résume à l'extrême, mais je détaille vraiment tout ça de façon extrêmement méthodique dans mon livre. La mort n'existe pas. En résumé, on peut dire que notre conscience, elle a une part d'elle qui est immortelle. Il y a quelque chose en nous, en toi, en moi, en toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment, qui est de l'ordre de la, comment dirais-je, on peut appeler ça l'âme, on peut appeler ça la conscience fondamentale, enfin après, peu importe les mots, mais ça désigne quelque chose qui est en nous, qui est vivant, qui est immortel, qui n'est pas bloqué ni dans le temps et dans l'espace. Donc, en ce sens-là, ça parle de ce que nous appelons la mort. Parce que qu'est-ce que c'est que la mort, en fait? C'est un moment temporel de la vie, de notre existence biologique, en tant que être physique que nous sommes maintenant, qui va s'arrêter. Bien évidemment que la mort existe. Moi, quand déjà, j'ai plus la même tête que quand j'avais 20 ans. Et puis, dans 30 ou 40 ans, je serai peut-être même mort de l'autre côté. Enfin, ce corps-là sera mort. Mais ce qu'il y a à l'intérieur de moi aujourd'hui, ça ne sera jamais mort. Ça sera jamais mort. Ça sera sorti du temps. Et ça, on en a la preuve aujourd'hui. C'est ce que je démontre au fil des pages dans mon livre. Une preuve, soit ça peut s'acquérir par une grande découverte scientifique qui d'un coup va mettre tout le monde d'accord, soit ça s'acquiert en examinant un certain nombre de faits et en accumulant ce qu'on appelle en anglais des évidences, c'est-à-dire des éléments de preuve qui permettent de renforcer une hypothèse. Et l'hypothèse que la vie se poursuit après l'arrêt des fonctions physiques de notre corps est une hypothèse qui est aujourd'hui extrêmement solide et qui fait une sorte de consensus parmi beaucoup plus de scientifiques qu'on l'imagine. D'ailleurs, tout à l'heure, tu t'évoquais l'argument pour éliminer ça d'un revers de main, de dire oui mais papy, mamie perd la tête. Mais justement pour faire le lien avec ces états de conscience, tu parles aussi dans le livre justement de la lucidité terminale, qui est quand même un truc assez fascinant quoi, qui élimine un peu de fait, j'ai envie de dire, l'argument papy, mamie perd la tête. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est justement la lucidité terminale et est-ce que ça nous apporte d'autres sur ces questions de conscience? Bah ça c'est encore un de ces phénomènes qui s'ils sont réels rend impossible l'hypothèse que le cerveau fabrique la conscience, point barre, quoi. La lucidité terminale, c'est un phénomène qu'on appelle aussi le phénomène de regain, qui est assez fréquent et assez souvent observé, encore une fois, dans les services de fin de vie, où une personne qui est non répondante, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois en état végétatif, ce qui est pas très gentil, c'est pour ça que le terme non répondant est plus adapté. C'est une personne un peu enfermée sur elle-même, qui communique plus, qui reconnaît plus son entourage, éventuellement qui ne bouge plus même. Dans les heures ou les jours qui vont précéder son décès, elle va avoir un regain de lucidité, un regain cognitif, un regain moteur même. C'est-à-dire que une personne va tout d'un coup se réveiller, reconnaître des proches, reconnaître des gens, interagir avec eux, et puis finalement mourir. Et ces phénomènes sont encore une fois assez fréquents en unité soit palliative ou en unité de fin de vie. Ils sont intrigants, ils sont étonnants. C'est même un signe aujourd'hui qui est utilisé par les équipes de soins palliatifs pour savoir que la mort va arriver bientôt.
Donc c'est assez étrange, mais ce qui est complètement étrange et complètement inexplicable, c'est quand ça arrive à des gens qui souffrent notamment de maladies dégénératives, comme la maladie d'Alzheimer par exemple. La maladie d'Alzheimer, c'est une pathologie qui détruit progressivement et graduellement les neurones de ton cerveau et conduisent à tous ces symptômes qu'on observe, perte de mémoire, perte d'identité, perte de tout, jusqu'à être complètement enfermé comme un fantôme absent. Et il y a des gens, ça m'a été encore rapporté par des responsables de services de soins palliatifs. Et puis je sais qu'il y a des études qui sont menées sur le sujet, que je cite dans le livre, qui montrent que des gens souffrant de maladie d'Alzheimer, et certains depuis des années, donc avec un cerveau irrémédiablement détruit, dans les heures qui précèdent leur décès, se réveillent, reconnaissent les proches, peuvent rebouger, peuvent interagir, comme s'il y avait un dernier message à passer, comme s'il y avait un élan de vie. Et ça, c'est totalement impossible. Totalement impossible. Encore une fois, dans notre modèle, notre cerveau fabrique notre conscience et notre conscience, elle est uniquement réductible à l'activité de notre cerveau. Là, manifestement, un cerveau ne marche plus. Il est dégradé de façon permanente et irrémédiable depuis des années. Et malgré tout, la personne est quand même capable d'interagir. Donc, soit, il y a deux solutions. Soit tous ces témoignages, c'est des mensonges, c'est de l'imaginaire, c'est du délire, c'est n'importe quoi. Soit il y a un élément de réalité derrière ces phénomènes, et à ce moment-là, il faut revoir tous nos modèles. Il faut revoir tout ce modèle disant que finalement, la conscience, c'est juste le cerveau. Et pour répondre à la première question, est-ce que tous ces phénomènes, c'est juste des mensonges ou du délire? Bah, c'est là où moi j'interviens en tant que journaliste, et je pense que le travail que j'ai fait depuis 15 ans à aller questionner à la fois des médecins, mais aussi des témoins, permet d'objectiver la réalité de tous ces phénomènes. Mais ça, enfin voilà, il y en a tellement, des millions autour de nous. On vit dans un monde où il se passe quotidiennement des centaines d'histoires extraordinaires, et on fait tous comme si ça n'existait pas. On fait tous comme si on n'en parlait pas les uns avec les autres. Et c'est frappant, ça. C'est frappant, cette espèce de mécanique du déni permanent que nous avons, nous, dans nos sociétés occidentales, par rapport à tout ce qui sort un peu de l'extraordinaire. Je l'ai observé même au sein de familles. Des familles touchées par un deuil, une maman va vivre quelque chose d'un peu hors norme, pas le papa, et ils vont pas en parler. Ils vont pas en parler. On vit dans un silence écrasant autour de la mort, et il est encore plus écrasant dès lors que on commence à toucher à des sujets qui sont étranges, inattendus, en apparence inexpliqués. Donc en fait, on vit dans un monde extraordinaire, on vit dans un monde incroyable où il se passe quantité de choses incroyables, et on fait comme si ça n'existait pas, on fait comme si on n'en parlait pas, et on continue à vivre dans cette espèce de déni qui est aberrant quand tu y réfléchis, qui est aberrant. Oui, bah justement, bon, je comptais poser cette question plus tard, mais elle se présente bien maintenant. Un truc que j'ai trouvé formidable il y a plusieurs années quand j'ai découvert l'INRES, moi qui venais d'un milieu universitaire, des facs de bio, de psycho, etc., assez scientifico-pragmatique, pour pas dire des fois assez scientiste, je découvre l'INRES et je me dis, incroyable, voilà un lieu où nous avons donc fait cohabiter des médecins, des neuroscientifiques, des astrologues, des médiums de mondes qui, voilà, ont des fois un petit peu de mal à communiquer. Et du coup, bah, c'est la question que j'ai envie de te poser, toi qui fréquentes ces milieux-là depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui fait justement que on a tant de mal à en parler dans la société? Pourquoi on a tant de déni? Pourquoi c'est quoi? C'est de la peur? C'est une doctrine matérialiste qui a du mal à se remettre en question? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, hein. Il y a plusieurs facteurs sociaux et culturels qui sont légitimes. Je pense que l'être humain, il a horreur du changement déjà. Psychologiquement, on n'est pas fait pour réagir avec grande souplesse face au changement. Regarde, dès qu'on doit envisager un petit changement dans sa vie, tout d'un coup, ça déclenche beaucoup de crises, beaucoup de questionnements, changer de conjoint, changer de voiture, changer de boulot, changer de vie. Ouh là là. Donc, on n'est pas à l'aise avec ça. Donc, toutes les expériences, toutes les choses dont on entend parler dans la vie qui nous imposeraient peut-être de changer notre façon de voir le monde, on va avoir une espèce de mécanisme inconscient de rejet et de refus. Ça s'appelle la dissonance cognitive. C'est un phénomène psychologique bien connu. Dès qu'il y a quelque chose qui vient heurter ton modèle, tu as plutôt tendance à avoir une réaction négative de rejet. C'est pas rationnel, mais c'est complètement émotionnel et très étudié notamment par les psychologues. Après, je pense que tu as aussi, comment dirais-je, des attentes légitimes. On vit dans un monde occidental qui, depuis 3 siècles, a développé de façon extraordinaire les outils scientifiques qui sont une manière de questionner le monde et le réel, qui ont le formidable avantage que tout ce qui peut être mis en évidence grâce à tes outils scientifiques peut être unanimement accepté.
la science permet d'avoir des consensus larges autour de telle ou telle définition de la réalité. Mais il n'y a pas que cet outil-là, il n'y a pas que cet accès-là, sauf que c'est le seul qu'on utilise. Donc on pense que c'est le seul qui existe. Et quand on entend que d'autres approches peuvent avoir une même capacité à nous renseigner sur le réel, on va les juger avec beaucoup de condescendance. Je pense notamment au chamanisme que j'ai exploré et qui a une part importante dans le livre. Pour moi, le chamanisme est la plus ancienne pratique spirituelle de l'humanité, et c'est un moyen d'accéder à un monde de connaissances et à un monde spirituel et d'en ramener de l'information. Mais dans notre société, il y a encore des anthropologues et aujourd'hui qui considèrent les chamans comme des gens qui font juste des crises d'épilepsie et qui ont des formes de représentation métaphorique de leur délire. Bon, Dieu merci, il y a quand même beaucoup d'anthropologues aujourd'hui et de scientifiques qui sont allés dans ces directions-là et qui s'aperçoivent que le chamanisme est induit des états de transe qui ont une signature d'activité neuronale très spécifique et très particulière, qui sont juste pas du délire, qui sont juste pas des accidents, qui sont peut-être une manière d'induire des états de conscience modifiés nous permettant d'accès à d'autres réalités. Ça, maintenant, c'est plus ou moins admis. Mais voilà, pour répondre à ta question, je pense que tout ce qui fait peur nous met mal à l'aise et que la réaction première spontanée de l'être humain, c'est de ne pas s'y intéresser ou de mettre ça un peu sous le tapis, quoi. Donc il faut toujours quelque chose d'un peu violent dans l'existence pour te forcer à aller un peu plus loin. Moi, ça a été la mort de mon frère. Mon frère, c'est pas mort, n'aurait pas été tué dans cet accident de voiture. Je pense que je me serais pas forcément intéressé à ces sujets que je considérais comme a priori farfelus. Il a fallu la brutalité de cet accident pour tout d'un coup me forcer à me dire, écoute, de toute façon, ta forteresse, là, elle est déjà tellement écroulée à plat que ça sert à rien de continuer à vouloir la défendre. Enfin, tout ça, c'est un mécanisme inconscient, bien évidemment. Ça m'a donné l'envie de sortir un peu de la boîte, quoi, de sortir un petit peu des limites dans lesquelles je m'étais placé sans même le savoir. Et après, voilà, on a tous besoin de modèles. Tu vois, on fonctionne tous dans nos relations sociales, amicales, couples, professionnelles. On fonctionne selon des modèles qu'on s'est soi-même fixés. Et le modèle que collectivement la société occidentale s'est fixé, mais maintenant c'est un modèle qui transpire sur l'entièreté du monde, c'est le modèle qui dit que tout est matériel et que toute la réalité est réductible à des activités de cause à effet dans la matière. Et donc tous les phénomènes psychiques, les phénomènes soi-disant immatériels de la pensée, des émotions, de la mémoire, etc., sont forcément réductibles à une activité matérielle, donc a priori à une activité neuronale. C'est le modèle qui, pour reprendre ce que je disais au début de notre entretien, c'est le modèle qui nous imprègne, même s'il n'a jamais été prouvé, même s'il n'a jamais fait preuve d'une démonstration objective, définitive. C'est l'espèce de grille de lecture qui, au départ, devait juste nous servir pour poser des hypothèses et qui aujourd'hui, inconsciemment, est devenu un modèle qui nous apparaît d'une solidité absolue, quoi. Et là, le modèle est en train de se fissurer aujourd'hui, avec toutes ces expériences notamment. Justement, peut-être une dernière a priori question sur les expériences de mort imminente et d'une manière générale sur la conscience, c'est qu'effectivement un argument qui revient souvent, c'est la question de l'hallucination. Alors, tu en parles dans ce livre, tu en avais aussi parlé dans le livre sur la vie avec Christophe Fourré, notamment par rapport au vécu subjectif de contact avec des défunts, qui justement venait en tant que psychiatre expliquer que c'était pas très cohérent parce qu'on voit pas souvent des épisodes hallucinatoires uniques, sans symptômes associés, sans structure psychotique, sans consommation de substances, etc. Bref, là concernant les expériences de mort imminente, il y a un peu le renfort entre guillemets de l'altération biochimique du cerveau. Et donc là, on comprend très bien dès le début de ton livre que le monde scientifique est quand même très partagé sur la question et tu viens chercher entre guillemets deux représentants de ces grands courants. Est-ce que voilà, tu peux nous en dire un petit peu plus, nous éclairer à ce propos sur cette question d'une potentielle activité résiduelle neuronale, voilà, toutes ces points sur lesquels ils sont pas d'accord. En gros, t'as deux hypothèses qui sont, enfin, tu peux résumer ça à deux hypothèses. Première hypothèse, qui est celle qui apparaît la plus normale spontanément à un ensemble de scientifiques dans notre monde, c'est de dire ces expériences de mort imminente, elles ont forcément une cause dans le cerveau. Voilà. Et puis d'autres chercheurs qui ont étudié les expériences de mort imminente, qui disent mais
compte tenu de toutes leurs caractéristiques, ça interdit qu'elles aient été produites par le cerveau. Et les tenants de l'interprétation, l'expérience de mort imminente est produite par le cerveau, disent qu'on n'a pas aujourd'hui les outils d'observation qui nous permettent de savoir précisément ce qui se passe dans le cerveau. Quand quelqu'un fait un arrêt cardiaque aux urgences, on va pas monitorer son activité cérébrale pour savoir si elle est vraiment arrêtée. On va essayer de le ranimer. Et pendant un épisode de réanimation d'une personne qui est en fibrillation ventriculaire, en défibrillation ventriculaire, c'est-à-dire que son cœur marche plus, il marche très vite ou il marche très très peu, on baisse pas à zéro l'activité cérébrale. Donc ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'après un arrêt cardiaque, le cerveau stoppe d'être irrigué entre 10 et 20 secondes, c'est dans des conditions de laboratoire contrôlées, où là, l'arrêt du cœur est complètement stable et complètement baissé à zéro pendant plusieurs minutes. Sauf que dans la réalité d'une réanimation, on n'obtient jamais ça. Parce qu'il y a toujours des tentatives de réanimation, il y a le massage cardiaque, il y a différentes procédures qui font qu'on fait repartir un peu de pression dans le cerveau. On fait repartir un peu de pression, de circulation, donc un peu de sang sous pression dans le cerveau. On réoxygène un tout petit peu, pas à 100%, mais à 20, 30%. C'est pour ça que on peut tenter une réanimation sur une personne pendant 1 heure et demie. Mais si justement on a réussi à rétablir de temps en temps un petit peu de pression et de circulation, les cellules meurent pas et on peut récupérer la personne même après 1 heure et demie, 2 heures de réanimation intensive. Donc ça fait dire à des réanimateurs, à des médecins, que, a priori, comme on ne stoppe pas définitivement et irrémédiablement l'activité dans le cerveau, on peut pas exclure l'hypothèse qu'il y ait une sorte d'activité indétectable, parce qu'elle est trop fine pour être détectée par nos outils, qui puisse être la cause de ces expériences-là. Bon, le premier problème, c'est que cette hypothèse, en fait, elle a juste pour fonction de ne pas toucher le modèle. Donc, elle est incohérente. Elle est incohérente parce que selon les définitions aujourd'hui de la majorité des scientifiques pour dire que la conscience est créée par le cerveau, on parle d'une sorte d'activité générale de plein d'aires cérébrales différentes. C'est ça qui permettrait de soutenir notre conscience. Donc là, manifestement, on s'écarte de ce modèle juste pour essayer de trouver une explication qui nous oblige pas à remettre en cause toute notre vision du monde. Mais pour moi, il y a un élément qui est absolument crucial et qui invalide totalement cette hypothèse, c'est que ces gens qui ont vécu une expérience de conscience, on peut attester que c'était pas un rêve. On peut attester que c'était pas quelque chose du domaine de l'onirique ou du purement spirituel dont on pourrait pas précisément savoir à quel moment c'est intervenu. Parce qu'effectivement, si tu as une personne qui a un accident de voiture, les secours arrivent, elle est en arrêt cardiaque, on la ranime, on la ramène, et cette personne dit avoir une expérience de mort imminente. Et quand est-ce qu'elle l'a vécu? Est-ce qu'elle l'a vécu, tu sais, comme un rêve? Un rêve, on peut faire un rêve très très long qui va juste durer dans le temps réel 1 seconde ou une demi-seconde. Donc, est-ce que cette expérience de mort imminente, elle aurait pas été vécue juste avant que le cerveau s'arrête, le cœur s'arrête? Ou est-ce qu'elle n'a pas été vécue juste après que le cœur reprenne et que le cerveau réactive? On peut pas dater, c'est extrêmement compliqué. Donc, c'est ça qui fait dire à plein de gens, c'est forcément dans le cerveau, on trouvera un jour. Sauf que, quand cette personne, mettons dans un accident de voiture, a un arrêt cardiaque ou pas, peu importe, même disons qu'elle n'a pas d'arrêt cardiaque, qu'elle vit une expérience de mort imminente et qu'elle est capable de décrire plein de choses qui se sont passées dans l'environnement et même à distance, ça, même un cerveau qui marche très très bien, ça ne permet pas de l'expliquer. Là, tu vois, avec mon cerveau qui marche très très bien en train de te parler, je suis incapable de te dire ce qui se passe dans l'appartement derrière ici. Je peux pas. Mes yeux ne voient pas. Je peux pas me transporter là-bas, ou alors il faut que je quitte l'entretien pour aller voir ce qui se passe dans l'appartement d'à côté. Je peux pas. Imagine que j'ai une expérience de mort imminente, donc là je perds connaissance, je tombe, je sors de mon corps et je te décris précisément ce qui s'est passé dans l'appartement d'à côté. Ça, pour moi, soit ce témoignage est faux et il faut me prouver qu'ils sont faux et que des milliers de témoignages qui donnent de tels récits sont faux, soit ils sont vrais, et c'est ce que je pense avoir pu mettre en évidence, et tous les chercheurs qui travaillent sur l'expérience de mort imminente mettent ça en évidence aussi, et à ce moment-là, que le cerveau marche un peu, pas du tout, beaucoup, ou je ne sais quoi, que ce soit une activité résiduelle, dans aucun cas on peut expliquer comment la conscience a pu se déplacer à un endroit où le corps n'est pas. C'est pas possible. La seule explication, c'est qu'il y a vraiment cette dimension immatérielle de la conscience qui, une fois qu'elle est dans cette forme de libération par rapport à l'activité cérébrale, elle est capable de non seulement de vivre, de percevoir et de se souvenir et des cas comme ça, il y en a, mais un nombre incalculable de fois, incalculable. Oui, ça revient à quelque chose que tu dis, enfin, une forme d'hypothèse finalement qui serait de dire que la conscience serait, alors,
qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Mais bon, quelque chose de beaucoup plus large et que notre cerveau pourrait peut-être servir d'une forme de transmetteur-récepteur. Ça serait un peu l'idée, quoi. Exactement, c'est un peu l'hypothèse qui est aujourd'hui mise en avant par tous les scientifiques, quel que soit leur domaine, qui travaillent un peu sérieusement sur ces expériences. C'est de dire, bon, il est évident que le cerveau ne fabrique pas la conscience, sinon on pourrait pas observer ces expériences-là. Or, on les observe et elles sont réelles, donc voilà. Donc l'hypothèse qui permet d'expliquer les faits qu'on observe, c'est de dire que la conscience, non seulement elle n'est pas fabriquée par le cerveau, mais elle est emprisonnée par le cerveau. Son activité est réduite, inhibée, contrainte par le cerveau. Et donc, la conscience, par son essence, c'est quelque chose d'immatériel, c'est quelque chose qui n'appartient pas à notre temporalité, à notre espace. C'est quelque chose d'autre, mais pour faire de nous des êtres individuels, fonctionnels, on a un cerveau qui, d'une certaine manière, réduit cette conscience à un individu, une personnalité qui va être capable d'interagir dans ce monde-là. C'est un peu comme si la conscience était un cloud dans lequel il y a une infinité de connaissances et d'informations, et les êtres humains des ordinateurs qui vont pouvoir capter une partie de ce cloud pour être l'ordinateur de Stéphane, l'ordinateur de Intel, etc., etc. On a du mal après à définir, on a du mal, mais ce modèle explicatif est celui qui correspond aux faits, à l'inverse de l'autre qui lui est complètement non seulement fragilisé, mais rendu impossible devant les faits qu'on observe. J'allais dire, on est sûrement, je l'espère, au début du coup d'un vrai changement de paradigme sur ces questions-là et qui nous inviteront sûrement à relire aussi beaucoup de travaux. Je pense à Gustav Jung, à Carl Gustav Jung par exemple, avec sa théorie de l'inconscient collectif, qui du coup probablement prendrait une autre dimension si on arrivait à ces conclusions. Alors, et puis oui, je voulais aussi rebondir que ça pourrait faire sens aussi avec la question médiumnique. Est-ce que du coup les médiums peuvent discuter entre guillemets, façon de parler, directement avec des personnes décédées, ou est-ce que du coup peut-être ça serait des personnes qui ont une capacité à aller chercher dans cette espèce de champ collectif de conscience? Bah ça c'est une vraie question qui s'est posée notamment pour les chercheurs qui ont étudié la médiumnité. La médiumnité, c'est quoi? C'est des hommes, des femmes qui prétendent communiquer avec l'au-delà. Comment est-ce qu'on en est sûr? Bah, ils obtiennent des informations très précises de la part de défunts. Donc la question ultime, c'est pas de savoir si vraiment on peut obtenir des informations de la part de défunts, c'est comment on les obtient. Est-ce qu'on les obtient vraiment de la part de défunts? C'est-à-dire est-ce que les défunts, c'est encore des consciences de façon immatérielle qui sont capables de transmettre ces informations-là? Ou est-ce que les médiums sont des formes de voyants qui vont dans cet inconscient collectif, dans ce grand champ de conscience, capter ces informations sur mon père, mon frère qui sont décédés, mais qui n'existent plus nulle part. Donc, est-ce que c'est de la voyance ou est-ce que c'est une forme de télépathie qui va piocher dans mon cerveau ou qui va piocher dans cet inconscient collectif, ou est-ce que c'est de la communication avec des défunts? Là, quand on travaille avec les médiums et qu'on les interroge sur leur ressenti, sur leur expérience, on peut assez rapidement objectiver qu'il s'agit vraiment de communication avec des défunts parce que, en substance, les médiums parlent de ressenti physique, d'avoir l'impression d'interagir avec des intelligences. C'est-à-dire la voyance, la télépathie ou la consultation extrasensorielle d'un inconscient collectif, ça va ressembler à un souvenir. Par exemple, là, si je te demande de te souvenir de ce que tu as mangé au petit déjeuner ce matin, tu vas avoir l'image de toi en train de prendre ce petit déjeuner. À aucun moment tu vas avoir quelque chose qui va être intrusif dans ton souvenir. Tu vas pas avoir tout d'un coup une intelligence qui va te dire non, t'as pas pris des cornflakes, t'as pris une banane ce matin. T'as un souvenir passif, c'est une image passive en fait. La voyance, c'est ça. Alors que les médiums, eux, décrivent une information qui leur vient de la part d'une intelligence qui va leur couper la parole, qui va les surprendre, qui va dire des choses auxquelles ils ne s'attendent pas. C'est un peu long à détailler l'ensemble des éléments qui permettent d'attester qu'on communique vraiment avec des intelligences défuntes, mais c'est ce qui ressort des expériences aujourd'hui. Alors moi, il y a une question sur la médiumnité. Alors c'est vrai que quand on interviewe Stéphane Alix et qu'on a 1 heure, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de sujets sur lesquels on aimerait t'interroger. C'est pour ça que j'écris des livres. C'est pour ça que j'écris des livres. C'est clair. Et notamment cette synthèse que tu me fais la gentillesse de présenter aujourd'hui, qui est vraiment pour moi, c'est un livre qui m'a pris 3 ans de boulot, où j'ai essayé de repartir de zéro de tous les sujets sur lesquels j'ai travaillé, que ce soit la médiumnité, les contacts avec les défunts spontanés,
les EMI, la perception, la voyance à distance, le chamanisme, etc., etc., etc. J'ai essayé de reprendre tout ça à zéro pour synthétiser ce qui est important d'être partagé aujourd'hui, ce qui peut être dit de façon rationnelle et cartésienne, et est-ce que l'on peut aujourd'hui attester de la question de la conscience. Et effectivement, on pourra pas traiter, même si on double notre entretien, Oui. parce qu'il y a trop de choses à dire, et puis surtout, il faut le dire avec un peu de... Là, dans notre discussion, je vais peut-être pouvoir tendance à faire des raccourcis, à pas répondre aussi précisément qu'on le devrait aux questions importantes que tu poses. Et c'est pour ça que pour moi, ce livre, il est crucial parce que on peut, en étant rationnel, en étant cartésien, en étant les pieds sur terre, s'intéresser à ce sujet. Et quand on le fait, plutôt que de s'apercevoir que tout ça n'existe pas et que ce sont juste des fadaises, c'est exactement l'inverse que l'on découvre. L'être humain est un être spirituel qui fait une expérience humaine dans ce monde de matière. Nous sommes des êtres spirituels. Notre spiritualité, notre dimension fondamentale, elle est là au cœur de nous. Elle est juste inhibée par l'écrasante activité de notre cerveau aujourd'hui. Ça, c'est pas des croyances. C'est pas des croyances. C'est vraiment quelque chose qui ressort des faits, qui ressort des observations, qui ressort des études qui sont faites par beaucoup de scientifiques. Et donc, voilà, c'est pour ça que ce livre et cet entretien, je t'en remercie, me tient à cœur parce que c'est important de le partager. On vit dans un monde qui est un peu en crise et il serait peut-être temps de se raccrocher à des choses un peu essentielles et de sortir de nos croyances un peu limitantes pour s'apercevoir de la réalité dans laquelle on vit. Clairement, vous avez le résumé, si on peut dire ça, la compilation de beaucoup d'années tu me revois là. Non, je m'adressais à nos auditeurs auditrices. Vous avez dans le livre de Stéphane de la compilation de beaucoup d'enquêtes, de recherches, etc. Mais pour en revenir à cette question du coup de la médiumnité, il y a une question qui me taraude depuis plusieurs années. Tu m'expliques à juste titre que du coup il y aurait cette conscience commune, on pourrait dire ça comme ça, et puis qu'à l'échelle individuelle, notre cerveau nous dote d'une espèce de carapace, d'une personnalité, etc. Très bien. Tu as raconté plusieurs fois, et puis tu le racontes également dans le test, je pense un des ouvrages qui t'a fait le plus connaître, les entretiens avec différents médiums. Tu racontes également la fois où Fabrice Midal, je l'écoutais ce matin, tu lui racontais quand tu as pu avoir a priori contact avec Thomas par un médium. Je crois reconnaître que tu parles d'Henri Vigneault, et je me rappelle que, je crois que c'est dans le test où tu dis que, je sais plus quel médium, peu importe, mais avait eu a priori contact avec ton papa et parlait de reconnaissait quelqu'un un peu râleur, qui s'agaçait de pas arriver. Bon, en tout cas, chez qui on pouvait reconnaître des traits de personnalité de ton papa. Ma question est donc, si dans l'après-vie, nous perdons cette conscience individuelle et notre personnalité, comment se ferait-il que les médiums arrivent à rentrer en contact avec des défunts qui, eux, expriment des traits de personnalité? C'est une question essentielle et qui m'a obsédé pendant des années. Et je pense que mes expériences chamaniques m'ont aidé à me rendre compte à me donner un certain nombre de réponses. Je pense que on a une idée extrêmement réductrice de ce qu'est, de qui nous sommes. Là, quand je te demande qui tu es, tu vas te définir en me parlant de toi, de ton visage, de ton nom, de ton identité, de ce que tu connais de toi depuis l'enfance. Mais est-ce que c'est toi vraiment? Est-ce que tout ton être peut se réduire à ça? Moi, je pense pas. Je pense pas. Je pense que ce que tu es là, c'est comme le visage que je vois dans la glace le matin quand je me rase, enfin pas ce matin, mais le visage que je vois dans la glace quand je me réveille, l'être que je suis, que je pense être depuis 55 ans, c'est ce Stéphane Alix. C'est pas. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'essence de moi? Je le crois et j'ai quasiment aucune expérience au quotidien qui me permette de m'imaginer que je puisse être autre chose. Sauf que quand tu vis une expérience de mort imminente, quand tu vis une expérience chamanique certaine, tout d'un coup tu t'aperçois que tu continues à être quelque chose alors que l'identité que tu pensais être, elle a disparu ou elle s'est effacée. C'est ce que je raconte dans le livre parce que j'ai à travers mes expériences chamaniques voulu vivre cette expérience justement de l'ego. J'ai voulu de dissolution de l'ego. J'ai voulu vivre cette expérience de mort imminente telle que la rapportent les témoins, mais d'une façon contrôlée. Et j'y suis parvenu. J'ai eu des éclats de perception de ce monde où on va après la mort, qui est un monde où on continue à porter des dynamiques psychologiques qui sont celles que l'on a développées toute notre vie, tout en étant déjà
moins identifié à l'ego et à la personne qu'on était. Et je pense qu'après la mort, là, si j'en crois les différents textes qui en parlent, des différentes traditions spirituelles ancestrales, on est dans une espèce de cheminement très progressif, très lent. Effectivement, peut-être que la chose ultime auquel nous invitent les traditions dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme, par exemple, c'est de réaliser qu'au final, on est rien, on est tout, on est la conscience ultime. Mais ça, ça se passe pas en un clin d'œil ou un claquement de doigts sous prétexte qu'on meurt. Quand on meurt, et quand je vais mourir, je pense que pendant un bout de temps, je vais continuer à m'identifier à ce Stéphane avec qui j'ai été habitué à être pendant tant d'années. Il va falloir du temps avant de commencer à progressivement me prendre une forme de distance par rapport à cette identification restrictive. C'est un peu comme un acteur, tu vois, c'est un peu comme un acteur. Si tu vas voir Jean Dujardin et que tu lui demandes de te parler de son rôle dans Brise de Nice, il va être capable d'y revenir et de te parler de ce rôle comme s'il était encore dedans. Et puis, 2 secondes après, tu lui dis, mais en fait, est-ce que vous pouvez me parler du rôle que vous avez joué dans tel autre film? Là, il va te parler à nouveau de ce rôle-là. Ces rôles l'habitent, ces rôles l'imprègnent. Mais il n'est pas que ces rôles, il est autre chose. Donc, je pense que dans une communication médiumnique, c'est un peu comme une interview avec un acteur où tu vas mettre l'accent sur tel ou tel rôle. Et puis, l'esprit de l'autre côté va entrer plus en résonance avec ce rôle-là et va être capable de répondre. Et c'est dur, mais pour moi, c'est un premier questionnement spirituel essentiel, ça, de se dire qu'est-ce qui meurt et qu'est-ce qui survit. C'est pour ça que ce livre s'appelle La mort n'existe pas, parce que à un certain niveau, la mort n'existe pas pour l'être que nous sommes. La mort existe pour voilà, le visage et l'être qui est en train de te parler, évidemment. Mon frère est mort, je le serrerai plus jamais dans mes bras. Mon père est mort, je le serrerai plus dans mes bras. Mais qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est mort? Donc, je sais pas si je réponds à ta question, Ça répond à plein de questions. mais il faut peut-être élargir un tout petit peu. Enfin, je me le commande à moi-même, hein, ce réflexe-là. Il faut peut-être, la réponse, elle est peut-être dans l'élargissement de ce que nous pensons être. Et, et ça, c'est le premier chemin auquel nous invitent encore une fois différentes traditions spirituelles, quoi. C'est comme tu dis, ça soulève plein de questions. Moi-même, j'en ai encore plein, mais il faut, parce que je suis incarnée dans la matière, n'est-ce pas, que je fasse des choix tactiques. Et il y en a au moins 2 que j'aimerais absolument te poser. La première, c'est que, comme tu l'as dit plusieurs fois dans cet entretien, c'est que derrière toutes ces questions-là, la question plus globale, elle est neurologique, elle est psychologique, elle est même philosophique, c'est la question de la conscience. Et on en a parlé notamment sur l'après-vie, mais j'ai envie de dire que ça pose, par nécessaire symétrie, la question de l'avant-vie, si je pourrais dire ça comme ça. Et tu as, toi, eu même l'expérience d'avoir été quelqu'un d'autre, pour faire référence à ton ouvrage sur le sujet. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu de cette expérience et éventuellement de ce que tes enquêtes, tes recherches disent du coup de l'avant-vie, parce que cette conscience s'incarne, donc elle vient bien de quelque part, j'imagine. Et pour moi, avant, après, c'est 2 formes d'illusion. C'est avant, parce qu'effectivement, là, pour toi comme moi, on est bloqué dans une forme de linéarité temporelle. Notre passé, il n'existe plus, notre futur, il n'existe pas encore, et on est dans le présent. Enfin, on essaie d'être dans le présent. Mais je pense que du point de vue de notre âme, ce temps, il n'existe pas. Ce temps, il n'existe plus. Notre âme, elle est à la fois dans notre futur comme dans notre passé. Cette temporalité n'a aucune prise sur elle. Donc, l'expérience auquel tu fais référence, c'est une expérience que j'ai vécue il y a un peu moins d'une dizaine d'années en Amazonie pendant une retraite, où dans une scène un voyage chamanique que je faisais au tambour, j'ai eu la vision d'une scène de guerre avec une grande intensité émotionnelle. J'étais catapulté dans cette scène de guerre. C'était un moment totalement inattendu parce que j'étais au milieu de la forêt amazonienne. Donc, tout d'un coup, je me retrouve dans une scène de guerre qui se passe dans un pays froid. Il y a visiblement de la neige. Et je vois devant moi un homme prendre un éclat d'obus à la gorge. Je sais instantanément comment il s'appelle, je sais quel est son grade dans l'armée allemande, etc. J'ai toutes ces informations qui sont là, comme si c'était enfin, aussi net que si c'était un souvenir de ma vie ou de moi réellement, quoi. Et c'est tellement net et tellement intense que au départ, j'ai le réflexe de me dire que ça doit être une forme de métaphore qui m'est envoyée. Je suis devenu reporter de guerre très jeune. Est-ce que c'est pas voilà, une image que mon inconscient me fabrique pour me faire travailler sur telle ou telle chose, jusqu'au moment où je vais googliser le nom que j'ai eu dans cette vision.
Et je suis un peu surpris de découvrir qu'il y a un homme qui portait ce nom-là, qui portait le même grade, et qui faisait effectivement partie de l'armée allemande. Mais sur le moment, j'ai pensé que c'était une coïncidence parce que je reste toujours quand même extrêmement rationnel. Donc, avant de pencher vers l'hypothèse la plus folle, je vais déjà examiner et plutôt adhérer à l'hypothèse la plus réaliste, quoi. Donc, le fait que j'ai eu un nom, un prénom et un grade qui correspondent à un mec vraiment existant, bon, c'est une coïncidence. Et puis, un an après, je vais quand même refaire quelques recherches sur ce sujet et je vais réussir à obtenir le dossier militaire de l'homme qui portait le vrai nom de cette vision que j'ai eue. Et là, on va changer de dynamique parce que dans le dossier militaire, je m'aperçois que cet homme est mort exactement comme je l'ai vu, tué par un éclat d'obus à la gorge. Et c'est marqué noir sur blanc dans l'acte de décès du bonhomme. Donc là, tout d'un coup, ça m'intrigue. Effectivement, la question que je me pose, c'est je me pose deux questions. Est-ce que c'est ma vie antérieure que j'aurais vue, ou est-ce que c'est un fantôme que j'ai capté? Tu vois, les médiums me disent parfois capter des éléments de la vie des personnes. Quand je suis allé voir le premier médium pour le tester avec la photo de mon frère, il m'a décrit l'accident, etc. Et, le médium n'était pas mon frère, mais il a vu la scène. Donc, est-ce que moi j'aurais pu voir cette scène par je sais pas quelle circonstance? Et donc j'ai commencé à enquêter dessus plus spécifiquement. Et je raconte toute cette enquête dans un livre dont le titre est Lorsque j'étais quelqu'un d'autre, qui va plutôt vers la piste réincarnation, parce qu'assez rapidement, je m'aperçois qu'il y a une forme de résonance entre la vie de cet homme et les malaises que j'ai pu porter durant mon existence, la fascination pour la guerre, bien que dans ma vie là de Stéphane, j'ai jamais voulu faire la guerre, j'ai juste voulu la voir, j'ai voulu devenir reporter de guerre très jeune, et j'y suis allé. Donc il y a une relation étrange que j'ai explorée jusqu'au bout dans cette histoire. Mais est-ce que c'est ma vie d'avant? J'en sais rien. Moi, je suis Stéphane, je suis pas cet homme, je suis pas Alexander. Donc, à quel titre et selon quelle modalité la vie de cet homme m'imprègne aujourd'hui ou m'a imprégné partiellement? Ça, c'est une question qui reste ouverte pour moi. Encore une fois, je pense que dans notre vision occidentale du mot réincarnation, il y a déjà rien que dans le mot quelque chose qui est faux. Notre vie d'aujourd'hui n'est pas une revie d'une autre personne d'avant. Je suis pas Alexander parce qu'il s'agissait d'un homme qui s'appelait Alexander. Je suis pas Alexander aujourd'hui. Je suis Stéphane. Je suis pas autre chose que Stéphane. Mais pourquoi il y a une partie de la mémoire d'Alexander qui manifestement m'a influencé? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres parties, d'autres personnes qui m'influencent aussi d'une façon encore moins moins nette et moins précise? Mais je vais plus loin. Dans la mesure où notre conscience, elle est pas dans le temps et elle est, pour reprendre un terme qui est utilisé en physique, elle est non locale. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des mémoires du futur qui m'influenceraient aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des vies d'après? Donc, tu vois, on ouvre là sur des champs et des questions philosophiques qui sont absolument vertigineuses. Mais pour moi, il y a un élément important, c'est que nous pensons être des individus, nous pensons être une entité bien, bien isolée du reste du monde et des autres. Nous pensons avoir que notre épiderme est une forme de carapace. Mais en fait, nous sommes des éponges, nous sommes des carrefours de rencontres. Déjà, rien qu'au plan transgénérationnel, on voit combien les psys réussissent à mettre en lumière parfois des héritages que l'on porte. Tu vois, l'arrière-grand-mère qui a été violée pendant les guerres napoléoniennes et qui tout d'un coup transmet son traumatisme à une arrière-petite-fille. On met en évidence ces héritages comme si on était les points de convergence aussi de souffrance ou de problèmes non réglés dans notre famille biologique. Mais pourquoi il n'y aurait pas aussi d'autres influences qui viennent de ce qu'on va appeler communément les vies antérieures, mais qui sont peut-être pas si antérieures que ça, qui se passent peut-être dans un autre espace-temps? Bon, là, on ouvre à plein de questions philosophiques qui me dépassent. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça dit de notre conscience? Et c'est ça que je trouve important. Notre conscience est encore une fois un espace bien plus colossal que ce qu'on imagine qu'elle est. Oui, finalement, on a dit toute l'interview que au-delà de la question de la mort, etc., il y avait la question plus globale de la conscience. J'entends pour les thérapeutes que nous sommes que ça vient questionner la question du moi, finalement. Qu'est-ce que le moi? Qu'est-ce que le soi? Qu'est-ce que le self? Et justement, si j'ai le temps d'en poser une dernière, c'est sur la question des professionnels de l'accompagnement, parce qu'ils sont nombreux et nombreuses à nous écouter. Tu as écrit un ouvrage, le précédent, hein, d'ailleurs, sur cette question-là. J'ai vu que tu avais aussi coécrit un manuel clinique des expériences extraordinaires avec Paul Bernstein. Comment est-ce que on peut réagir entre guillemets quand on est un professionnel de l'accompagnement et qu'il y a des bénéficiaires qui nous partagent justement des vécus comme des vécus subjectifs de contact avec un défunt? Alors, je sais que c'est pas
ton métier de base. Je sais pas s'il y a des conseils à donner, mais peut-être d'avoir échangé avec plusieurs thérapeutes, ce qu'ils ont pu t'en dire. Bah oui, non, j'aurais pas forcément de conseils à donner, si ce n'est de quelques livres. Et effectivement, tu mentionnes le manuel clinique des expériences extraordinaires, qui est publié chez Duno, qu'on est à sa 4e ou 5e réédition. C'est pas un ouvrage que j'ai écrit, c'est un ouvrage que j'ai dirigé. Donc j'ai chapeauté une équipe d'une 30aine de personnes D'accord. qui ont euh, qui ont écrit sur tous les types d'expériences extraordinaires que l'on répertorie aujourd'hui, expériences de mort imminente, etc. Avec d'une part un descriptif clinique de l'expérience, la phénoménologie, les chiffres, les études dont on dispose, et pour chaque expérience, un volet de posture thérapeutique. Justement, pour répondre à ta question, comment est-ce qu'on fait pour accompagner quelqu'un qui vit cette expérience-là? Il y a un premier chapitre aussi sur le diagnostic différentiel, sur les outils qui permettent justement d'identifier quand il y a plus de la pathologie, plus de la souffrance ou plus quelque chose d'extraordinaire, d'un peu hors norme. Voilà, tous ces outils cliniques, je vais pas les détailler maintenant parce que c'est pas mon métier, mais on les a mis à disposition du personnel soignant dans ce manuel clinique. Et l'année dernière, j'ai publié une série d'entretiens aussi sous le titre Un fantôme sur le divan chez Albin Michel, qui est un livre qui rassemble une vingtaine d'entretiens avec des psys. Il y a Cyrulnik, il y a Christophe André, il y a Toby Nathan, il y a Stan Groff, il y a Bruce Grayson, il y a des gens à la fois français et américains autour de l'extraordinaire, avec pour certains des pionniers, notamment je pense à Stanislav Grof, qui est un pionnier de l'exploration des états modifiés de conscience, qui avait commencé à Prague dans les années 50 en vivant une première expérience de LSD, et qui est devenu aujourd'hui pour moi c'est un des très 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 grands noms de la psychologie transpersonnelle, et il est à mon avis aussi important que Jung dans le travail d'exploration de ces états qu'il a permis. Donc voilà, l'entretien avec Stan Grof est très conséquent dans ce livre. Et ce livre d'entretien permet justement de voir comment plusieurs personnes avec des parcours différents, que ce soit psychanalytique, psychologie, psychiatrie ou psychothérapeutique, ont pu aborder cet extraordinaire. Quels outils ils ont mis en œuvre pour naviguer, pour être à l'écoute sans jugement, tout en gardant une forme de discernement et une posture qui permettent d'aider dans le cas de souffrance potentielle. Donc voilà, pour moi, ces deux ouvrages, ils sont vraiment pour tout soignant, ils peuvent être très riches à la fois de références et d'informations. Manuel clinique des expériences extraordinaires chez Duno et Un fantôme sur le divan chez Albin Michel. Formidable. Alors avant qu'on arrive aux questions de fin, que je libère Stéphane quand même, si vous avez l'envie de creuser, vous avez tout dans cet ouvrage, La mort n'existe pas, et puis également dans les anciens ouvrages, on en a mentionné plusieurs dans l'interview, mais voilà, celui-ci répertorie les 15 ans d'études et d'enquêtes. Pour conclure, Stéphane, qui est-ce que tu aimerais entendre à ce micro? Dans quel domaine? Dans quel domaine? Tous les domaines que tu veux, mais on peut rester, si tu veux, dans le domaine science, philosophie, psychologie. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui d'entendre, mais je ne pourrais pas forcément te donner un nom précis, Ouais. c'est tout ce dont on a parlé depuis une heure, c'est connu depuis des millénaires dans différentes traditions. Et là, je passe beaucoup de temps en Inde depuis le début d'année, Mhm. et je vois combien les Védas et les traditions indiennes et les sages en Inde peuvent avoir déjà exploré toutes ces dimensions de la conscience avec une précision absolument incroyable. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'entendre ces gens-là qui, par d'autres approches, ont pu peut-être mettre des mots plus précis, plus justes sur la nature de la réalité dans laquelle nous vivons, la nature de la conscience, parce que leur connaissance et leur savoir, ils ne se basent pas sur quelques décennies de recherche, mais ils se basent sur des millénaires de pratiques et d'exploration de la conscience, au fait. Donc, il y a un homme pour qui j'ai une admiration très très profonde qui s'appelle Ram Dass, qui est un ancien psychologue américain qui a changé de nom en adoptant la tradition hindoue et en devenant enseignant spirituel. Malheureusement, il est mort il y a quelques années de ça. Donc, je vais pas pouvoir te répondre de façon très très constructrice, mais voilà, quelqu'un qui serait capable de faire un pont entre ses connaissances traditionnelles et ce que l'on pense connaître aujourd'hui de la conscience, c'est peut-être vers ces sources-là qu'il serait judicieux d'aller se tourner aujourd'hui. Hmm. C'est d'ailleurs généralement quand j'ai eu parlé de toi, parce que tu me dois un paquet de royalties, Stéphane, pour le nombre de fois où j'ai parlé de toi dans mes formations ou dans des repas entre copains, j'ai dû contribuer à vendre des livres. Et généralement, alors soit les gens Merci.
T'en prie. Soit les gens te connaissaient, ah oui, le test, ah oui, bien sûr, j'ai entendu parler du test, ça c'était le truc. Et le deuxième axe, pour celles et ceux qui éventuellement te connaissaient pas, c'était justement, je trouve que sur ce sujet-là, ce qui fait que tu te rends très audible pour beaucoup de ce monde occidental, c'est justement la démarche journalistique, pragmatique, qui fait que on a accès à un travail où, peu importe tes convictions et tes croyances à toi, on a affaire à un travail qui relate des faits, qui relate des études, et je trouve que c'est formidable aussi de pouvoir avoir accès à ces sujets-là, notamment pour les personnes qui sont peut-être les plus rationnelles, entre guillemets, au sens cartésien de la chose. Avant-dernière question de la fin, est-ce que tu aurais une lecture à nous recommander autre que La mort n'existe pas, bien entendu? Et ben, par exemple, un livre de Ramdas, qui est un des rares publiés en français et qui est plus ou moins bien traduit, qui s'appelle Vieillir en pleine conscience, aux éditions du Relier, qui est un livre en poche, qui est un livre qui aborde plein de questions spirituelles, mais avec un angle extrêmement pragmatique, et notamment là, en l'occurrence, sur la fin de vie, la vieillesse, avec des mots simples, clairs et qui ne sont pas embarrassés de tout un artifice de croyance ou de religiosité. Vieillir en pleine conscience de Ramdas. Très bien. Et puis la dernière question, elle est très large, c'est de te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Est-ce que tu souhaites conclure sur quelque chose en particulier? Écoute, pour moi, enfin, il y aurait plein de conclusions possibles, mais la chose la plus essentielle, c'est ce que j'essayais d'apprendre et de mettre en œuvre depuis que j'ai commencé à m'intéresser, mais même avant que je commence à m'intéresser à la question de la conscience, hein, sur des autres sujets politiques sur lesquels je travaillais auparavant, c'est que nos certitudes ne valent pas grand-chose et je dirais qu'on prend pas beaucoup de risques à accepter de les abandonner un petit peu. Et c'est en abandonnant ce que l'on croit être nos certitudes que l'on va découvrir peut-être des plus grandes dimensions de la réalité, qu'on va accepter de se remettre un peu en question et qu'on peut avancer dans notre vie. Notre cerveau fonctionne avec cette détermination permanente à construire une armure, une carapace, une connaissance et une relation au monde qui ne bouge pas pour nous protéger. Donc tout ce qu'on fait pour essayer de déconstruire un petit peu ça, à la fois nous fragilise, mais nous met en relation avec plus de réel aussi. Donc moi j'espère que je vais continuer à vivre comme ça jusqu'à la fin de mes jours en étant certain qu'il faut que je remette mes certitudes en permanence en question. La certitude du doute, est-ce que c'est pas un peu le résumé de ta vie? Je suis sûre d'être sceptique. Oui, ouais, on peut dire ça. Oui. J'ai l'impression que tu parles voilà de déconstruire des choses et que finalement après certainement évidemment tu racontes plein de choses dans tes ouvrages, donc on est biaisé parce qu'on a accès à ton vécu par ces récits-là bien sûr, mais j'ai l'impression que ça a été quand même souvent ponctué d'événements qui t'ont amené à devoir considérer les choses autrement, abandonner tes croyances, même si tu l'expliques souvent, il y a toujours ce doute qui persistait pour dire je sais pas, j'ai besoin de preuves quoi. Ouais, mais je pense qu'il faut toujours tu vois, c'est un point d'équilibre à trouver en fait entre nos doutes légitimes, nos questionnements, notre besoin aussi d'avoir un modèle qui soit à peu près solide, parce que sinon on est tout le temps dans la tête dans les étoiles. Donc il y a un point d'équilibre à trouver en fait entre une construction solide qui nous permette du discernement, qui nous permette une forme d'équilibre dans la vie, mais en même temps de s'autoriser à certains moments de l'existence, peut-être pas forcément tout le temps, des vraies remises en question, des vrais points. Tu vois, c'est comme on est dans un long voyage. Cette existence, c'est un long voyage. Donc il y a peut-être un moment, il faut se poser sur une aire et puis faire un peu le point où j'en suis, où je vais, tout ce que j'ai construit, la direction que j'ai prise jusqu'à présent. Est-ce que c'est la bonne route? Tiens, et si je changeais tous mes plans là maintenant, est-ce que ça vaudrait pas le coup? Voilà, quand on se pose pas ces questions, la vie elle passe vite. Et puis on s'aperçoit au moment de mourir qu'on aurait peut-être dû se les poser en fait. Donc autant essayer de se les poser un peu plus tôt quand on a encore le temps de réagir. Écoute, c'est une très belle conclusion et qui vient montrer que tous ces sujets-là, certes, sont des sujets de la psychologie, des neurosciences, mais aussi du coup des sujets de la philosophie, de la spiritualité, donc à la convergence de plein de domaines. Merci beaucoup Stéphane pour le temps que tu nous as accordé et pour toutes tes réponses. Merci à toi, c'était un vrai plaisir. Si vous en cherchez d'autres, des réponses, elles sont dans le livre « La mort n'existe pas ». Merci à toi, à très vite. Merci. Je
te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.